Notre travail, c'est aider les gens à se lever le midi et le soir. Donc le matin, ça peut commencer à 7 h le matin, une toilette, petit déjeuner, réfection du lit, quelques tâches ménagères. Ensuite, on passe à une deuxième personne, une troisième personne, parfois une quatrième personne. Parfois, il y a du creux, selon les jours, on a 1 heure de creux. Après, le midi, on reprend le repas, aider la personne âgée à prendre son repas. Parfois, il y a une personne ou deux, on rentre chez soi. L'après-midi, il y a un petit peu de ménage, mais il y a toujours des temps creux entre deux. Et après, le soir, vers 18h30, 19h, on reprend pour aider la personne âgée à prendre son repas, la déshabiller, la mettre en sécurité, enfin la coucher, la mettre en sécurité, et puis voilà, c'est une journée type. La difficulté, c'est qu'on se retrouve seul face à différents problèmes, différentes maladies, et on n'est pas toujours au courant du problème de la personne âgée. Malheureusement, on peut avoir des Alzheimer, Parkinson, et on se retrouve seul face à ces gens-là. Les aides à domicile sont l'emploi le moins bien payé de France. Imaginez que des femmes travaillent du matin au soir parfois 6 jours sur 7 et qu'à la fin elles ne parviennent pas à obtenir le SMIC. Dans notre pays, la France, c'est une injustice de masse. Pourquoi on est dans cette situation-là? Il y a une évidence. Pourquoi il y a cette acceptation d'une injustice sociale de masse? Je pense que l'évidence, c'est d'abord parce que ce sont des femmes. Parce que ce sont des femmes. Je pense qu'on aurait une moindre tolérance, une moindre acceptation au fait que des hommes soient à 800 € par mois. Et parce que ce sont des femmes, des classes populaires. Il y a une double stigmate ou une double contrainte qui fait qu'on accepte ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est parce qu'on est dans une situation post-industrielle, il s'agit de recycler, il y a une énorme concurrence sur ces métiers-là, donc ça fait baisser le prix du travail. Mais je voudrais faire ressortir 2 choses. C'est que ces métiers sont en essor dans les années 80-90 et surtout à partir des années 90, dans un contexte qui est celui de la décentralisation, qui fait qu'on ne pense plus à un service public unifié au niveau national, mais c'est à chaque département de se débrouiller. Et chaque département se débrouillant, il crée des statuts divers, mandataires, prestataires, ou dans le meilleur des cas, ça existe aussi, fonctionnaires. C'est la première chose. Et dans un deuxième contexte, qui est un moment de montée générale de la précarité. Montée générale de la précarité, y compris dans l'industrie. Montée générale de la précarité avec des recrutements massifs en CDD, intérim et tout ça. Ce qui fait que c'est devenu presque une nouvelle norme, cette précarité. Ce sont des métiers qui sont courants dans les classes populaires. Des classes populaires qui aujourd'hui ont un sentiment de dépréciation et qui n'est pas qu'un sentiment de dévalorisation, de décrochage du reste de la société. Donc évidemment, structurer ces métiers-là, y construire des statuts, garantir des revenus corrects, c'est une remise à flot des classes populaires et en particulier, deuxième point, pour une politique progressiste, une politique féministe. Il est évident que ce sont les femmes qui seront les premières bénéficiaires d'une politique orientée vers une structuration des métiers de l'entraide. Décider de miser fortement sur ces métiers de lien, sur ces métiers de la relation, sur ces métiers de l'entraide, c'est dessiner la société qu'on veut pour demain. C'est décider qu'on mise massivement sur le lien qui est là aujourd'hui dévalorisé dans la société. Ce sont les métiers qui sont sans doute les plus utiles, les métiers qui sont autour de nos bébés, assistantes maternelles, autour de nos enfants, animateurs périscolaires, autour de nos personnes âgées, qui sont aujourd'hui dévalorisés dans la société, ne serait-ce que directement par les statuts ou par leur grande précarité. La question du financement, elle est centrale, et c'est vrai que sur cette question-là, on peut la poser de 2 manières. En fait, on a un choix, encore une fois, un choix politique, c'est-à-dire que soit on s'oriente vers un modèle plus libéral, individuel, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire en demandant une plus forte participation des individus, avec effectivement souvent, comme c'est le cas en France, une assez bonne prise en charge des personnes relativement pauvres, une bonne prise en charge des personnes riches, puisqu'on a accès à des services. Par contre, des populations qui sont dans les situations économiques intermédiaires, à qui on va demander de participer un peu plus. Soit on a l'autre solution, qui est de socialiser le risque, c'est-à-dire exactement de la même manière que l'assurance maladie, les accidents du travail, le fonctionnement de la sécurité sociale. Et ce fonctionnement-là, il demande à ce que tout le monde paie, indépendamment de son exposition au risque.
puisqu'il y a des gens qui n'auront jamais accès, enfin qui n'auront jamais besoin d'aide à la dépendance, puisqu'il y a des gens qui finalement vieillissent et meurent en bonne santé. Et donc dans cette situation-là, il faut faire le choix entre soit un système socialisé, soit un système plus libéral. C'est un choix politique, sachant que le système socialisé demande à prélever une nouvelle cotisation sociale sur les revenus si on reste dans un système bismarckien tel qu'est le nôtre jusqu'à présent. Ou sinon on passe sur un système sur l'impôt, qui est plus un système assistentiel, mais qui dans ces cas-là s'appuie moins sur la solidarité intergénérationnelle par exemple.